prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 24e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la deuxième moitié du mois de juillet 2021. Marie est avec moi pour ce numéro. Bonsoir Marie. Bonsoir. Est-ce que ça va ? Très bien. Merci encore une fois de participer, c'est toujours un plaisir. Mais partagez, le plaisir est partagé, il n'y a pas de problème. Le sommaire, donc, il n'y aura pas d'actu cette fois-ci, parce que j'ai rien trouvé d'intéressant, et à part parler du pass sanitaire, pas grand chose à dire, et j'ai pas trop envie d'en parler, histoire de pas m'énerver, on va dire, donc tant pis, pas d'actu pour cette fois-ci. Par contre, évidemment, il y aura des sorties de 2021, sorties ciné, avec Benedetta, Kaamelott premier volet, oui, ça y est enfin, et La Loi de Téhéran, un film d'avant 2021, Le Vieux Fusil, et bien sûr le vice-versa en fin d'émission. On y reviendra au moment du vice-versa. Si jamais vous ne connaissez pas l'émission, on vous réexpliquera le truc. Voilà. Ça va être encore une fois, je pense, très intéressant. Voilà donc pour le sommaire. Prête ? Oui. Et bien on est parti donc pour les sorties de 2021 en salle. Et on commence donc avec... du coup c'est moi qui vais commencer, c'est que moi qui l'ai vu. Il n'y a que moi qui l'ai vu plutôt. Benedetta, donc le dernier film de Paul Verhoeven, avec donc Virginie Fira notamment. Film qui était passé par Cannes, qui est reparti bredouille d'ailleurs, mais film qui était en compétition, qui a un petit peu défrayé la croisette, comme on dirait, qui est plus... qui est inspiré de faits réels, Benedetta est une personne qui a apparemment réellement existé, et du coup, donc ça se passe en période de peste, en Toscane, et donc du coup en fait Benedetta c'est une espèce de elle est dans un espèce de couvent, alors je sais plus exactement son statut, j'avoue que je suis un peu largué sur ce truc là, mais en gros bon voilà, très vite elle va avoir une aura autour d'elle, en mode c'est quelqu'un qui fait des miracles et tout ça, elle peut sauver tout le monde, et en fait toute la question du film c'est de savoir si c'est vrai ou pas. C'est un peu tout le truc tout le principe du film. Donc film qui devait sortir déjà depuis un moment, je crois que ça faisait au moins 3 ans qu'il était tourné le film, un truc comme ça, et il y a eu pas de nombreux reports. Déjà au début le film devait s'appeler Sainte Vierge, donc il a été renommé en Benedetta. Il y a aussi eu des affiches qui ont été changées, tout ça, enfin bref, il y a eu un tel bordel. Et donc Paul Verhoeven, c'est son deuxième film en France, tourné en langue française, qu'il fait donc après Elle, qui était sorti en 2016 avec Isabelle Huppert. Et donc qu'est-ce que vaut ce Benedetta ? Eh bien moi je l'ai trouvé très intéressant, plutôt bien. Le casting est très bon déjà dans un premier temps. On peut aussi retrouver dans les acteurs et actrices connus. On a Charlotte Rampling et Lambert Wilson pour ne citer que. Et donc le casting est très bon. Virginie Fira en tête qui je pense trouve là son meilleur rôle. Bon, certains diront que c'était pas compliqué, mais quand même il y a vraiment des scènes où elle est assez saisissante. Et en fait c'est un film qui va vraiment loin sur certains aspects, qui a pas peur du grotesque, qui a pas peur du ridicule. Ça se sent terriblement que Paul Verhoeven se fout un peu de la gueule des religieux, et c'est... moi qui suis plutôt pas trop là-dedans, c'est assez jubilatoire, je dois le reconnaître. Et mais même s'il y a un second degré évident aussi sur pas mal d'aspects du film. Techniquement c'est de bon niveau, il y a une très belle photographie, il y a de très jolis plans, les décors sont magnifiques. Il y a un côté presque ludique dans tout ça, même si ça peut être un mot un peu particulier pour ce film, mais c'est un peu ça en fait, ça se suit vraiment très très bien, il y a pas mal de fulgurances certaines, sur pas mal d'aspects, que ce soit en termes presque de comique, parce qu'il y a des scènes qui sont drôles, et ça pourrait pas paraître le sujet, mais pourtant si. Encore une fois, il y a une vraie rupture de ton, très souvent, qui est, je trouve, assez bien géré. Après, on pourra reprocher, donc effectivement, parfois, peut-être une petite surenchère par moment tout de même. Parfois, le ton n'est pas toujours extrêmement bien équilibré. On sent aussi qu'il y a un manque de budget parfois, ce qui fait qu'il y a certains plans qui peuvent paraître un peu dégueux. Mais voilà, je trouve que le film s'assume jusqu'au bout et dans ce sens-là très intéressant. Puis voilà, il y a quand même aussi le talent de Verhoeven de base, qui est quand même un cinéaste qui n'a plus rien à prouver. Et qui s'en sort très très bien. Je sais pas s'il continuera à faire des films en français, mais en tout cas, je trouve que celui-là va plutôt bien. Voilà, donc pour ce Benedetta, s'il est encore en salle à côté de chez vous, n'hésitez pas évidemment à y aller.
On passe à la suite, et alors, il est possible qu'on passe un moment dessus, parce que quand même, c'est quand même un sacré événement. On ne l'attendait plus. Kaamelott, premier volet, réalisé par l'unique Alexandre Astier. La suite, enfin, de la série culte, donc de ce même Alexandre Astier, qui avait donc été initié en 2005, si je ne dis pas de bêtises, sur M6, qui était donc ce programme court au début, qui avait pour vocation de remplacer Caméra Café, et qui est après devenu bien plus. Et donc voilà, le film enfin sort en ce 21 juillet 2021, le jour de la mise en application du pass sanitaire. Décidément, le film porte la poisse, après avoir été repoussé déjà 3 fois, il me semble. Il est sorti l'année dernière. Bref, on va pas revenir là-dessus. On l'a vu ensemble avec Marie, Oui, en salle, ce qui tout à est pas souvent, donc c'était bien. Moi, ça m'a fait très 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 plaisir. Oui. Et je vais te laisser commencer, si ça te va. Alors, t'as pas à faire un roman, juste ce que t'en as pensé. Mais déjà, avant de me dire ce que t'en as pensé, j'aimerais juste savoir, vite fait, quel est ton rapport avec la série. Quand est-ce que tu l'as découvert Au début. Au tout début. Ah, je suis une inconditionnelle depuis le début. Je suivais ça en permanence sur M6, donc, et puis... Puis après sur W9 et tout ça. Oui, enfin voilà, après sur les chaînes dans les M6, différentes rediffs, parce que bon, et ça revient régulièrement tous les ans. ça passe encore. D'une chaîne à l'autre. Oui, mais ça passe encore tous les week-ends sur oui, je crois que c'est W9. W9, c'est ça. Oui, donc encore aujourd'hui, c'est encore diffusé régulièrement. Et surtout, moi, ce que je voulais savoir, c'est l'évolution de la série. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, donc donc la série est en 6 saisons, 6 livres. Les 4 premières saisons, c'était que des formats, un format de 3 minutes 30, donc que des sketchs courts, donc sur un format très pastille finalement. Et après, sur les saisons 5 et 6, Astier a voulu développer une vraie histoire et a commencé à faire des épisodes de plus en plus longs. Oui, et plus sombre aussi. Et plus sombre aussi, exactement, surtout le livre 5. Oui. Et donc voilà, on était sur des épisodes de plus de voire 45, voire 50 minutes. Donc c'était une vraie série, entre guillemets, par la suite. Changement qui a, je pense, beaucoup décontenancé à l'époque. Moi, je l'ai pas vécu, parce que bon, je reviendrai. Mais toi, comment tu l'as vécu, ce changement? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a déçu? Est-ce que... Alors, déçu, non. Non plus. Ah, donc pas convaincu par la suite, quoi. C'est vrai que j'étais plus dans... j'aimais bien ce petit côté... T'aimais mieux les pastilles, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait... on retrouvait bien à chaque fois les personnages, les petites pointes d'humour qui étaient courtes. Oui, bah oui, c'était le principe, et en fait, oui, j'étais plus dans le mode rigolo. Et c'est vrai qu'après, quand ça a commencé à devenir un petit peu plus sombre, avec les personnages qui, pour certains, évoluent, et puis pas tous forcément dans un sens très, très positif, bon, sans dévoiler non plus le film, c'est le personnage, entre autres, celui qui devient le plus sombre, c'est Lancelot. Bien que Arthur devient aussi plus sombre. Oui, pour d'autres raisons. Et mais qu'on recherche, et puis qu'on apprend en fin de compte quelle a été un petit peu son évolution, et a priori ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. La dernière saison se concentre sur les origines de Kaamelott, en fait, un peu l'origine story, et puis, tout autour de la Carom et tout ça. Il part à la recherche de son fils. Sa progéniture. Précisément. Oui. Ça c'est le livre 5 mémoires, on va pas trop en dire. Mais voilà, mais sinon bon, donc j'aimais beaucoup mais d'un autre côté, quand on est vraiment à fond dans la série, enfin, c'était une suite logique. Bah oui. C'était assez logique que ça finisse, parce que bon, de toute façon ça ne pouvait pas durer éternellement, le petit côté, oui, c'est ça. On fait des petites blagounettes, bon, ça amuse tout le monde, il y a des personnages, voilà, donc ils deviennent presque caricatures d'eux-mêmes, donc fallait que ça évolue. Oui, c'est ça. Bon, après, est-ce qu'il fallait qu'il soit aussi sombre? Sans doute, parce que pour le coup... il était très loin au début de la légende arthurienne, et pour le coup sur la fin, justement quand il est passé sur des épisodes plus longs, ça se rapproche plus effectivement de l'histoire,
enfin, de la légende, parce que l'histoire, je suis pas... Enfin, Arthur a jamais existé, mais, Oui. mais Enfin, tout au mais- moins de la légende. Mais quoi. pour que les gens comprennent, enfin, toi, t'es à fond dans la légende arthurienne, Oui. t'as beaucoup Oui. lu et vu Oui, des adaptations, oui, tout oui, ça, et les Excalibur Voilà, de c'est Norman. c'est ça. Donc, c'est quelque chose que ainsi tu de connais suite. bien, Enfin, et- voilà, oui, Ouais. donc oui, ça forcément. donc du coup, pour résumer, Mais tu préférais les premières saisons, mais oui, tu comprends la logique de l'évolution. Tout à fait. Voilà. Voilà, ça me paraît même très logique. Et donc, dans ce contexte-là, qu'as-tu pensé donc de ce premier volet de Kaamelott, qui sera donc une trilogie, hein, bien sûr. Oui, On rappelle. j'ai bien compris. J'en ai pensé que du bien, vraiment que du bien, parce que j'ai pas été déçu du tout. Tu vois pas le temps passer. Enfin bon, nous on a juste eu un petit bémol, c'est que bon, il y avait le son qui était. Oui, un petit souci dans notre Il salle. monte parce que tellement il était fort Le qu'au son bout était d'un moment, ouais. tu t'arrivais plus à te. Et puis par moment, le son était tellement fort Ouais. que tu te désintéressais un peu de l'image parce que presque tu avais envie de te boucher Alors, les oreilles. les quoi. gens vont me C'est- dire, oui, mais dans un cinéma, le son est fort, c'est normal. Alors, oui, non, Oui, mais là c'était vraiment. encore plus fort. Oui. C'était vraiment. Non. Ça se sentait que c'était saturé. C'était, oui, on était Non. à la limite du. Voilà, donc. Mm. Mais sinon, Bref. autrement, voilà, ce premier volet est très prometteur. On attend, déjà, on aimerait presque que le deuxième soit là et que le troisième aussi. Parce que c'est vrai que finalement, la tournure que prennent les choses, c'est très intéressant. Alors, moi, comme je te l'avais dit, j'ai bien aimé retrouver les personnages charismatiques. Donc, les Caradoc, les Perceval, Bien sûr. le Léo Dagan, enfin tous ceux qu'on connaît bien. J'ai rien de négatif à dire sur le film. Ouais, mais même pas Non. un petit bémol ou non, ça va sur les costumes, peut-être, t'étais un peu design. Oui, un et puis peut-être que comme on a pu le constater on a trouvé ça un peu bizarroïde d'ailleurs, c'est que par moment tu passes d'une scène Oui, à l'autre, certaines transitions et un tu peu, te ouais. dis, tiens, mais c'est bizarre parce que ça passe vraiment trop vite. On avait presque l'impression qu'au montage final, ils ont coupé des scènes. Ouais. Et que ça. T'as un peu l'impression parfois que des trucs arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ouais. C'est. Voilà. Mais ça, c'est plus ce côté peut-être montage, ou peut-être parce que je sais pas, peut-être qu'il fallait que ça dure un certain temps, qu'il y ait une certaine durée, Ouais, et qu'il a fallu. Pense. Je vais y revenir, mais je pense, ouais. Voilà, mais sinon autrement, non, sinon autrement, c'est fou parce qu'en fait, c'est un peu comme quand comment te dire, quand tu laisses un ami ou des amis et que tu les retrouves 10 ans après, C'est un peu ça, ouais. et en fait, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas changé et que tu les retrouves toujours avec le même plaisir et C'est- que en fait, tu reprends le dialogue là où il s'était arrêté. Ça, quoi. c'est le monde de Léocopa que tu retrouves. Voilà, c'est ça. Enfin, Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. donc c'est vrai que ce côté-là est très très sympa. Donc bon voilà. Non mais faut y aller. Et pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, bon effectivement la crise sanitaire a fait que, à aujourd'hui Kaamelott Oui, n'a pas à rougir parce qu'il C'est est vrai. quand même au premier au box-office. Non, il a dépassé le million en première semaine, Donc. ce qui est très bien vu le contexte. Voilà. Même si, voilà, c'est toujours un peu mode, ça aurait pu être encore plus, ça aurait été Oui. génial. Mais ça aurait Mais oui. pu être pire. Bon, oui, je suis d'accord. Donc il faut. Bah, ça aurait pu être pire, bon, c'est quand même quelque chose de très attendu. Je veux dire, c'est quoi, c'est une institution Kaamelott en France. Il y a un public, d'autant qu'en plus Astier a toujours précisé que le film était fait pour les fans et les néophytes. Il avait promis que les néophytes ne soient pas perdus. Donc c'est vrai que le défi était de taille. Du coup, t'es bon. Non c'est bon, oui. Parce que moi, du coup, bon, je vais faire assez vite de mon côté. Donc moi, mon rapport à la série, alors j'ai découvert bien plus tard Kaamelott, moi, c'était fin 2017, début 2018. Alors je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai dû tomber dessus par hasard. Je crois que c'est parce que je le regardais. C'est peut-être toi qui l'as regardé. Ouais, c'est je et donc, Je je sais pas, regardais une ultime. C'est enfin, ça. une- j'ai regardé un peu rediffusion par de plus. hasard et donc bon, c'était sur les épisodes courts. Sylvie a passé aussi parce que j'ai commencé aussi à t'initier un peu à certaines répliques cultes du style c'est pas faux. Oui, peut-être. Tu vois, et Et peut-être aussi que et tu t'es pris au jeu après. peut-être, ah bah oui, ça complètement. Mais c'est surtout que peut-être qu'effectivement, c'est peut-être aussi dans certaines mouvances, parce qu'il me semble que c'est à peu près cette période-là aussi qu'on a dû voir, enfin que tu m'as fait regarder Excalibur. Donc c'est peut-être, je dis ça, je suis pas sûr. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Donc moi j'ai découvert ça dans ce temps-là, à ce moment-là. J'ai assez vite accroché, en tout cas sur les épisodes courts. Et donc, on s'est lancé début 2018, enfin en tout cas, surtout moi, à une intégrale
vraiment ou voilà, tout regarder de A à Z dans l'ordre strict. Ou par contre, effectivement, pour le coup, je ne connaissais pas trop l'évolution après. Tout à fait. Donc ça, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a découvert ensemble. Parce que je crois que le livre 5 et 6, je crois c'est ça, que 5 et 6, ouais. Bah, il passait moins souvent oui, que c'est ça. les... Parce que c'était plus difficile à diffuser, entre guillemets, voilà, sur un créneau particulier. Tout à fait. Encore que pour le livre 5, ils ont trouvé un compromis, c'est-à-dire qu'il y a 2 versions. En gros, tu as la version avec des épisodes de 50 minutes et une version avec des épisodes de 7 minutes que tu vois encore à la télé, donc c'est un découpage un peu plus... bon, voilà, bref. Mais voilà, donc moi du coup, donc j'ai très vite accroché au personnage, à l'écriture et tout ça, au verbiage, Kaamelott, comment on pourrait l'appeler, qui est assez unique. Donc oui, donc j'ai beaucoup aimé la première saison, et j'ai beaucoup aimé aussi la suite. Moi j'étais absolument ravi que Astier s'affranchisse de son format de base et aille plus loin. Moi j'ai adoré le livre 5, c'est mon livre préféré d'ailleurs. Je le trouve, alors certes plus sombre, mais quand même encore drôle, je suis désolé, et surtout je trouve qu'il développe des thématiques extrêmement intéressantes. En plus, en termes de mise en scène, ça commence à s'ouvrir parce que c'était avant quasiment que des plans fixes et tout ça, forcément le format télé oblige, mais là, ça se sent, il y a beaucoup plus de décors, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de travelling et tout ça, il a voulu vraiment, et puis même aussi l'apparition de la musique aussi dans la série qui est assez absente au début. Donc voilà, moi vraiment j'ai adoré le livre 5. Le livre 6, je l'ai revu vite fait avant de voir le film. Je trouve que, alors il met un poil de temps à démarrer, mais je trouve qu'une fois qu'il trouve son rythme, c'est aussi une très très bonne saison. Et je trouve que le tout dernier épisode est vraiment incroyable. Alors pour le coup, c'est peut-être l'épisode le moins drôle de la série, mais purée, qu'est-ce qu'il est fort. Et donc voilà, on a dû finir le visionnage aux alentours d'avril 2018, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà, et donc depuis avril 2018, j'étais en mode let's go les films, là je suis trop chaud. Et donc plus de 3 ans après, enfin donc le Kaamelott au cinéma. Moi de mon côté, j'ai bien aimé le film. J'aime bien cette expression là que j'ai trouvée, c'est satisfait mais pas époustouflé. Pour faire un grand résumé et pour développer un peu, c'est-à-dire que je trouve pas le film parfait, en même temps il n'avait pas vocation à l'être, et surtout faut aussi se rappeler quand même que le défi était de taille, parce qu'encore une fois il fallait que Astier parle aux fans et aux néophytes. Il fallait que ce soit donc une suite plus ou moins directe de la série. Et puis donc il y avait le délai des 10 ans aussi qu'il fallait justifier dans le scénario et qu'il a plutôt bien réussi à faire. Il fallait essayer de trouver le ton entre les premières saisons et les dernières saisons. Je trouve que aussi que c'est bien géré de ce côté-là, c'est-à-dire que le film est drôle, mais en même temps il y a aussi des scènes un peu plus dans l'émotion, pas forcément dans le côté sombre, mais plus dans le côté émotion, notamment dû au fait des retrouvailles. Et malgré tout, je pense quand même qu'un néophyte, forcément vu qu'il connaît pas vraiment les personnages, va pas avoir ce truc-là en plus. Où là par contre, justement nous quand on connaît la série, ça fait un peu bande de vieux copains qu'on retrouve, et c'est vraiment très plaisant, c'était obligé d'avoir le sourire quand tu revois certains personnages, c'est juste obligé quand tu connais la série. Moi là où j'étais très, très enthousiasmé, c'est sur la musique, donc composée également par Astier lui-même, et là vraiment j'attendais ça depuis tellement longtemps, et pas déçu une seconde. Je trouve que la musique du film c'est peut-être son plus gros point fort pour moi. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Il y a un vrai côté Star Wars et John Williams qu'Astier je pense a toujours revendiqué. Et je trouve que dès le début, en 3 notes, on a déjà c'est une identité qu'on trouve directement. Et dans le cinéma français, malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est pas souvent qu'en 3 notes on peut reconnaître directement un film, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on trouve les personnages, c'est un vrai plaisir. On sent qu'il y a un peu plus de budget que la série, forcément, donc on a des décors, on a des costumes. Moi, les costumes, je les ai tous aimés. Beaucoup ont gueulé sur les costumes des Burgondes ou des Lancelot. Moi, je les trouve géniaux tous les deux. Non, le costume de Lancelot, moi, je sais pas, je le trouve justifié parce qu'on sait que c'est un personnage. J'aime pas, mais. Je trouve que c'est un personnage qui est très torturé et. Là, pour le coup, il fait carrément. Moi, ça m'a absolument pas choqué. Je trouve ça même presque justifié. Voilà. Après, moi, les seuls bémols que j'aurais, justement, par rapport au personnage. Alors, c'est génial de quasiment tous les revoir, mais justement, il y en a trop. Et sur un format de 2 heures, forcément, il y en a qui sont très sous-exploités, ce qui est très frustrant. Certains personnages qui sont presque mis au second plan, alors qu'on aurait aimé plus les voir. Bon, ça, c'est un peu le jeu aussi. Et justement, je reviens à ce que tu disais par rapport au montage, où là, pour le coup, pour moi, c'est le plus gros point noir du film, et pourtant, le montage a été fait par Astier lui-même. C'est qu'on sent terriblement qu'il manque des scènes, qu'il manque des plans. Il y a vraiment des moments où on sent qu'il a été obligé de faire des coupes. Je suis sûr que le film devait durer plus longtemps à la base et qu'il a dû faire des choix drastiques pour réduire la durée. J'en suis quasiment sûr. À mon avis, il y a eu un conflit avec les producteurs ou quoi, parce que ça se sent terriblement et c'est dommage parce que du coup, parfois le film effectivement passe vite, trop vite. Et pour moi, il y a 2 scènes il y a 2 moments qui témoignent de ça. C'est une transition
du coup, il y a deux trucs qui passent à la trappe pour moi, c'est les retrouvailles, sans trop en dire, entre Arthur et l'Odagan, qu'on ne voit absolument pas. Absolument. Ce qui est extrêmement frustrant. Et je dirais les dernières minutes du film aussi, que je trouve vraiment expéditives. Et qui tease forcément la suite, mais sans plus non plus. Enfin, bon, le dernier plan aussi est bizarre. Bref. Donc de ce côté-là, il y a des trucs bizarres, mais en même temps, d'un autre côté, il y a aussi des fulgurances, il y a quand même quelques idées mises en scène sympas, il y a quelques plans jolis, et surtout, effectivement, il y a un vrai degré d'émotion. Je pense notamment à une scène que je vais pas spoiler ici, mais entre deux personnages principaux de la série. Tu veux dire entre Arthur et Guenièvre? Voilà, je voulais pas le dire, mais bon, effectivement, il y a une scène en particulier que c'est fou quand même, parce qu'en fait, il a mis 10 ans à s'apercevoir qu'en fin de compte, elle était pas si mal que ça. Mais c'est ça, mais pour le coup, je trouve que la personnage de Guenièvre, de toute façon, moi j'adore son évolution depuis le livre 4-5. Personnage qui était au début un peu moqué, qu'au final après a pris beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de. Et je trouve que c'est peut-être la plus belle évolution de personnage de toute la série. Et dans le film, ça se maintient là-dedans et je trouve ça formidable. Et surtout, l'actrice Anne Girouard est géniale. Et c'est quand même terrible parce qu'il y a bon nombre de ces acteurs qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma. C'est quand même assez triste, quelque part. Après, t'as les grosses têtes d'affiche comme Christian Clavier, François Rollin, tout ça. Qui en fait sont pas plus importantes que ça. C'est pour ça que certains pourront dire aussi qu'il y a un peu de fanservice parce qu'il y a certains personnages qui ne servent pas à grand chose mais qu'on revoit quand même pour le plaisir. Il y a aussi certains personnages qui ont complètement changé sans qu'on ait d'explication. J'en dis pas plus, mais je pense à un en particulier. Lequel? Le père Blaise. Ah oui. Voilà. Ah, oui. Alors j'imagine qu'on aura l'explication dans les suites, mais bon, fait. Il y a un truc avec lui qu'on ne comprend pas. Oui, tout à fait. Mais bref, encore une fois, il faut aussi justifier les 10 ans. On a aussi les nouvelles têtes, que moi, par exemple, je pense surtout à Sting et à Jenny Bess, donc qui jouent les Saxons, et qui s'en sortent tous les deux très très bien. Il y a aussi, bien sûr, j'ai failli les oublier, Guillaume Gallienne et Clovis Cornillac, qui sont aussi deux gros nouveaux, alors qu'on voit surtout au début. Oui, c'est pas gagné qu'on les revoit, par c'est pas gagné qu'on les revoit, mais pour le coup, je trouve que les deux, dès le début, saisissent parfaitement le... Oui, leurs personnages sont intéressants. La musicalité de Camelot, ils l'ont quasiment directement. Et donc voilà, c'est pas parfait, il y a des défauts évidents. Ça manque peut-être un poil de cinéma parce qu'il y a encore un héritage télévisuel qui se sent qui est un peu lourd. Mais c'est extrêmement prometteur, il y a plein de belles choses. Et là, ce premier film, c'est vrai que c'est plus une remise à niveau qu'une véritable suite. Je pense qu'il franchement Donc vraiment, sur les deuxième et troisième volets, on peut avoir beaucoup plus d'attentes et je pense que ça peut vraiment être lourd. Je pense, oui. Et on a vraiment très très hâte. Donc évidemment, il faut le voir. Que vous aimiez ou pas la série, foncez, faites-vous votre avis. Parce que mince, des films de fantasy comme ça en France, on en a tellement peu et donc il faut soutenir ça à fond. Oui, voilà. Je suis d'accord. Bon, ça a été long, mais voilà, c'était quand même important, c'était quand même un sacré événement. Je vais aller plus vite pour le dernier film des sorties de 2021, à savoir La Loi de Téhéran, réalisé par, je sais pas, je vais bien le dire, Saïd Roustahi, donc c'est un film iranien, qui est plus ou moins un polar, où en fait on va suivre un flic qui combat le trafic de drogue en Iran. C'est à peu près ça, même si c'est plus que ça. C'est un film qui est assez surprenant parce qu'il ne va jamais là où on l'attend. C'est-à-dire que c'est un film qui commence par une course-poursuite, donc on se dit super, ça va être 2 heures de course-poursuite. Au final, non. Après, on parle d'un mec qui doit traquer, on se dit ça va être 2 heures sur une chasse à l'homme. Voilà, en fait, non. Et donc constamment, ça va jamais aller là où on l'attend. Et finalement, c'est pas vraiment un thriller policier, c'est plus un thriller dramatique. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment toute une grosse partie du film qui est finalement presque en huis clos, où ça va beaucoup discuter, où finalement ça va presque être une espèce de documentaire plus ou moins sur l'Iran, sur le rapport qu'a l'Iran à la drogue, parce qu'en fait ce que le film explique très très bien, c'est que le nombre de drogués en Iran a explosé ces dernières années, dû au fait que la production a augmenté en masse et que le prix a baissé. Et donc ça a fait que c'était de plus en plus accessible pour beaucoup de gens. Et donc justement, il y a un vrai truc là-dessus. Et surtout, ce que le film explique très très bien, ce qui justifie pas mal du film, c'est que la justice en Iran par rapport à la drogue, c'est que si tu te fais choper, que ce soit avec 50 grammes ou 50 kilos, peine de mort directe. Donc c'est pour ça que les mecs prennent aucun risque, prennent justement tous les risques, quitte à mourir, autant faire au maximum. Ça pour de gros trucs.
Voilà, donc autant que ce soit pour ça, effectivement. Et donc voilà, le film explique très bien, montre très bien ça aussi. Il y a une espèce de justice expéditive qui fait un peu flipper avec notre regard, nous, d'occidentaux, comme on pourrait dire. Donc c'est pour ça que c'est en ça très intéressant. Après voilà, je trouve quand même que malgré tout, c'est un peu décevant parce qu'on nous vend un thriller d'action ultra intense et tout ça. Finalement, c'est pas trop ça, à part au début, un petit peu à la fin. Mais voilà, après ça n'empêche pas que le film est très bien réalisé, il y a des plans géniaux. Il y a surtout une façon de filmer la foule, il y a beaucoup de scènes de foule où c'est presque un film de zombies et c'est assez terrifiant de voir ça parce que vraiment le parallèle n'est vraiment pas gratuit, ça se sent terriblement que c'est inspiré de ça et ça en dit beaucoup je trouve sur l'Iran et sur les Iraniens et donc voilà, ça aurait mérité d'être peut-être un poil plus court, peut-être un poil plus intense par moment, mais voilà, c'est très bien réalisé, les acteurs sont très bons et ça reste malgré tout extrêmement intéressant. Surtout si on ne connaît pas trop l'Iran, donc c'est presque pour le côté plus informatif que véritablement divertissement entre guillemets, où le film peut trouver un intérêt. Donc voilà, je vous le recommande tout de même. Je suis pas fan du film, mais je vous le recommande parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses dedans, malgré tout. Voilà donc pour ce La Loi de Téhéran et pour les sorties salles de 2021. On enchaîne vite fait avec le film d'avant 2021 qu'on a vu, mais que moi pour le coup j'ai découvert sur la moitié du mois de juillet 2021, c'est Le Vieux Fusil, réalisé par Robert Enrico. Alors je sais pas si c'était Enrico. Donc non, c'est Enrico. Enrico, merci, j'ai un doute. Donc film français sorti en 1975 avec notamment Philippe Noiret et Romy Schneider, pardon, je l'ai mal dit. Alors je sais pas s'il faudrait résumer ou pas. Non. Bon, ça se passe en 1944. Oui, déjà. Et c'est tout. Par contre, voilà. On va rester là-dessus. Non, par contre, moi j'aime beaucoup le néologisme qui est fait entre. Parce que le film s'appelle Le Vieux Fusil. Oui. Parce que pour une raison, donc. On ne dévoilera pas. Voilà, donc qu'il faut voir dans le film. Il ressort un vieux fusil. C'est ça. Alors que lui-même est vieux aussi. C'est ça. Alors voilà, faut pas dire pourquoi et comment. Mais voilà, mais en fait, en gros, c'est un peu comme. Comment dire ? C'est à la fois parce que bon, il est médecin, il sauve des chirurgien. Oui, enfin médecin chirurgien, il sauve des vies donc pendant la guerre. C'est ça. Il ne fait pas de distinction entre amis et ennemis. Et en fait, donc un homme qui est tourné vers la paix, vers. Mais il va y avoir un événement. Mais voilà, et qui fait que lui, je dis vieux dans le sens où sa femme est beaucoup plus jeune, donc dans ce sens-là. Et en fait, il va ressortir le vieux fusil parce que. Pour quelque chose. Voilà, pour quelque chose. Et alors, c'est fou parce qu'effectivement, là, comme ça fait un petit peu film de guerre un peu dramatique, tout ça. Et au final, c'est presque un thriller. Et ça m'a ultra surpris. C'est vrai que c'est quasiment un huis clos presque d'action. Ce qui est assez improbable sur le papier, mais pourtant si c'est bien le cas, et ça m'a vraiment surpris, c'est que le film fait preuve parfois d'une extrême modernité, et le film se révèle absolument incroyablement intense, avec des acteurs exceptionnels, Philippe Noiret en tête, parce que c'est celui qu'on voit le plus de toute façon, et donc ouais, c'est un film de vengeance, sans trop en dire. Et oui. Et en fait, c'est un film noir, de oui, voilà, c'est ça. Et c'est juste. Enfin, moi j'étais vraiment bluffé parce qu'il y a des vraies scènes d'action, véritablement presque, des scènes de fusillade et tout ça qui sont faites avec énormément de maîtrise. Et donc en résultat, un film très émouvant, extrêmement intense, et vraiment une excellente surprise, quoi. J'ai vraiment été bluffé, je m'attendais absolument pas à ça, et j'ai été assez bluffé, quoi. Je trouve le film vraiment très très bon, j'ai beaucoup et la musique. Et la musique est magnifique aussi. La musique est très belle, effectivement, il y a des scènes sublimes. Et non, ça dure à peine 1h40, on voit rien passer, c'est extrêmement c'est ultra fluide. La réalisation est de haut niveau, enfin rien à redire, c'est très très bon. Je sais pas si tu veux dire un truc, mais. Non, c'est juste que j'ai insisté plusieurs reprises pour que tu le vois parce que. Ah, mais je m'attendais pas à ça, hein, vraiment. Moi, très franchement, c'est un film qui me prend aux tripes. Ah ouais, non, mais oui, y a de quoi. Qui est vraiment bouleversant. De par l'histoire, de par les personnages, et franchement, je trouve que il est exceptionnel. Ah ouais, non, il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Et il se regarde, mais vraiment, du début à la fin. C'est ça, puis ouais, ça, il a quasiment pas pris une ride. C'est. Non, c'est vraiment.
faut pas croire que c'est un film chiant ou quoi, faut pas avoir peur parce que c'est trop vieux ou quoi que ce soit. Matez-le, ne vous renseignez pas, matez-le et prenez une claque. Oui. Parce que vraiment, c'est ça aussi qui est génial, c'est quand tu commences un film, tu sais pas ce que tu vas regarder, tu t'attends à un truc et finalement ça te prend un revers complètement. Ça c'est absolument génial, j'ai toujours aimé ça et vraiment c'est fou quoi. La claque est énorme quoi. Voilà donc pour ce vieux fusil. Voilà pour le film d'avant 2021. On passe pour terminer. Moi Pardon. j'avais juste deux parce que j'ai Ah oui. Ah oui, tu voulais parler Ah mais de deux vraiment films juste très vite fait Oui mais bon voilà. pour les films avant 2021. Tout à fait. Je te laisse, vas-y, parce dire que, le mot. Du coup c'est dans les films que j'ai vus. En fait il y en aurait 3. 3 alors vas-y. Mais le 3e j'en parlerai après. Oui plus tard oui. Donc il y a Le Mans 66. De James Mangold ouais. C'est ça avec Matt Damon et Christian Bale. Notamment ouais. Donc bon c'est vrai aussi que c'est un petit peu pour Christian Bale. Ah, ouais, ça se défend. Mais alors bon, moi il fut un temps, pas si lointain, mais un petit peu quand même, où j'étais passionnée de Formule 1, où je regardais beaucoup de Grands Prix, et où j'ai vu d'ailleurs le Grand Prix de Formule 1 à l'époque, donc je l'ai vu en direct sur le circuit de Manicourt, vers Nevers, donc à l'époque quand il était là-bas. J'ai même eu l'immense honneur de croiser Michael Schumacher, quand il était en activité. Donc bon voilà. Donc j'avais un a priori plutôt sympa par rapport au film, puisque c'était ça parlait de Formule 1, et ça. Et puis bon, ma deuxième passion dans la vie, c'est les Ferrari. Bon, bien sûr en petit modèle parce que j'ai pas les moyens. C'est un peu cher, mais... Donc, un film sur la Formule 1 et sur Ferrari, ça pouvait qu'a priori me plaire. Oui. Donc le film m'a plu, il est très très bien, il est super bien rythmé, pareil on est toujours dans l'action, on s'ennuie jamais, enfin bon bref, bon si ce n'est que voilà, c'est pas Ferrari qui gagne à la fin, donc ça c'est un peu déplaisant, mais sinon bon. Autrement, sinon autrement voilà, donc je recommande le film. Très bon, ouais. Voilà, et puis deuxième film, alors on n'est pas dans la recommandation, mais bon, c'est parce que je l'ai vu, parce que j'en avais entendu parler beaucoup, parce que c'est au César, je crois, c'est ça. Le film a gagné le César, oui. Voilà, c'est ça. C'est donc Antoinette dans les Cévennes. Je me suis dit, bon, par curiosité, je vais regarder Antoinette dans les Cévennes. Alors, que dire ? Les Cévennes, c'est beau. Ça te donne presque envie d'y aller en vacances, et comme c'était à peu près la période, donc c'est vrai que c'est super beau. Donc il y a les Cévennes et Patrick. Patrick, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un personnage. Enfin, si. C'est un mais c'est un âne. C'est pas un acteur, voilà, mais c'est un âne. C'est ça. Et donc, puisque c'est avec Patrick, donc l'âne, qu'elle traverse les Cévennes. Mais bon, je crois qu'en fait, à part Patrick et les Cévennes, il n'y a rien d'autre, quoi. Donc voilà. C'est tout, d'accord. Ah c'est moi du coup, et du coup, je comprends pas du tout le tapage qu'il y a pu avoir par rapport à ce film. Je ne saisis pas. Alors déjà, juste pour revenir au César, donc un seul César, c'était juste pour la meilleure actrice pour Laure Calamy, qui est la fameuse Antoinette du titre, qui est l'actrice principale du film. Non, alors moi honnêtement, je l'avais rattrapé pour les Césars justement, et non, moi je l'avais bien aimé parce que ce que j'avais bien aimé, c'est que c'est un film malgré tout, effectivement, qui donne envie de voyager, qui est assez frais dans son genre, qui, moi ce que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est que le film part d'un postulat et à mi-parcours change complètement de direction et part sur autre chose. Et j'ai trouvé que le basculement était très intéressant. Et non, voilà, je trouvais qu'il y avait quelques bonnes scènes, voilà, c'est pas forcément pour le rire que j'ai aimé le film, c'est pour d'autres raisons, c'est pour le personnage que malgré tout, je trouve qu'on s'attache à elle, je suis désolé. Alors, Alan, oui. Non. On va faire sans toilette, mais bon. Non, voilà, je trouve que c'est suffisamment frais et enlevé. Ça aurait pu s'appeler Patrick dans les Cévennes, c'était génial. Je trouve que c'est plutôt frais et enlevé, que ça se regarde très bien, c'est pas un grand film. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a suffisamment de bons trucs pour passer un bon moment. Et je trouve qu'il y a quelques fulgurances par-ci par-là, très, très sympas. Et il y a des scènes que j'ai vraiment bien aimées. Voilà. Moi c'était par curiosité. Non, mais c'est bien. La curiosité est un vilain défaut. Voilà. On embrasse évidemment Caroline Vignal, mettant en scène du film, pour tout ça. Allez. On passe donc cette fois-ci au vice-versa.
pour rappel, le vice-versa, donc, que l'on fait régulièrement quand on est tous les deux. Donc, on impose un film à l'autre, donc film que l'autre ne doit pas avoir vu et que nous, on doit avoir vu, évidemment, donc selon un thème. Tout à fait. Et donc là, depuis là, c'est la 3e fois qu'on fait ça. Oui. Le thème, c'est 2 films d'un même metteur en scène. Avant, après. Voilà, c'est ça. Disons un Et film. dans l'idée, Film donc il faut que l'un impose un film plutôt du début de la carrière C'est ça. du metteur en scène en question, et que l'autre impose plutôt un film de la fin, ou un des derniers plutôt. Oui, parce Film que là, pour le coup... Donc on a fait Sam Mendes la première fois, on a fait Woody Allen la dernière fois, et cette fois-ci, on est parti sur l'immense Clint Eastwood. Oui, D'ailleurs, en plus, c'est assez cool parce qu'il y a presque une actualité, parce que son nouveau film sort en novembre, c'est vrai. Cry Macho, qui a l'air d'ailleurs assez génial, que j'ai très hâte de voir. Et donc voilà, donc c'est comme ça en plus on a un peu dans l'actualité, donc Clint Eastwood qui a, je crois, 91 ans aujourd'hui quand même. C'est assez hallucinant. Et donc, est-ce que tu veux commencer? Non, je vais te laisser commencer. Alors, on va commencer. Donc du coup, à moi, tu m'as imposé. Alors un de ses premiers films, c'est faux parce que le Oui, film... c'est pas... Oui, non, Bon, parce voilà. que... Mais on est plutôt dans le début de la carrière de Clint Eastwood en tant que metteur en scène, hein, bien sûr. Il faut aussi préciser que c'est pas en tant qu'acteur, c'est en tant que Non, metteur tout à fait, en parce que scène. de toute façon, dans les 2 films, il n'y est pas en tant Exactement. qu'acteur, parce qu'il a... Oui, voilà. Il a fait beaucoup de films qu'il a réalisés. Il a joué dedans, exactement. Mais là, c'est c'est vraiment des films qu'il a réalisés, mais de toute façon, Oui. qu'il a réalisé. Et donc, moi, du coup, tu m'as imposé Bird, sorti en 1988, donc qui est ni plus ni moins qu'un biopic sur Charlie Bird Parker, le grand musicien de jazz. Clint Eastwood étant un grand fan de jazz, c'est un petit peu son film hommage à tout ce style musical, donc, sur cet artiste à part. Autant personnellement que professionnellement, dirons-nous. Donc voilà, c'est un grand biopic dans les règles de l'art, on va dire, dans les règles du cinéma. Moi, je reconnais tout de suite d'entrée, je le dis, les biopics, c'est pas forcément ce que je préfère. Souvent, je suis en mode autant mater un bon documentaire qui sera sans doute plus proche de la réalité, plus documenté, je dirais même. Ça n'empêche pas que les biopics, il y en a certains qui sont très très bons. Ce qui est le cas de ce Bird, je nique le suspense tout de suite. Non, j'ai beaucoup aimé Bird. J'ai juste été déstabilisé par la narration. Et d'ailleurs, ça m'a surpris parce que toi qui détestes les retours en arrière et tout ça, que t'aies pas été perdu pendant le film, ça me surprend beaucoup parce que même moi qui en général arrive toujours à suivre ça, là j'étais perdu. Oui, mais... Parce que le film commence, on est plus ou moins dans le présent, après il y a un grand retour en arrière et après ça revient... parce qu'il faut expliquer, parce qu'il revient sur l'enfance du personnage. C'est ça, et après sur mais ses débuts... après sur le film que tu m'as imposé, c'est la même chose aussi, quoi. Il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup de... Au moins quand même de mémoire, bon bref. Non mais enfin voilà, bref. À part la narration où parfois j'étais un poil perdu, sinon sur tout le reste, j'étais assez subjugué, que ce soit évidemment la mise en scène de Clint Eastwood, parce que c'est quand même pas toujours rigolo, hein, bien sûr, pour pas citer une série. Les acteurs sont géniaux, en particulier parce que l'acteur principal du film c'est Forest Whitaker, donc, qui joue donc ce fameux Charlie Parker, qui est juste exceptionnel. La photographie est sublime, la musique est évidemment magnifique, forcément. Après bon, faut aimer le jazz, mais si t'aimes bon, même objectivement, ça reste quand même un style assez reconnu et assez... Enfin bon, c'est quand même rare de dire que... Enfin, objectivement, ça se dit pas que le jazz c'est mauvais. C'est l'inventeur, quand même, Charlie Parker et l'inventeur du bebop. C'est ça, exactement. Qui était donc une autre forme de jazz, en fait. Voilà. Et qui a amené... plein de choses. Entre autres le rock'n'roll. Exactement. Donc plein de choses. Donc c'est vrai que le jazz est précurseur sur beaucoup de trucs. Et donc pour préciser, Charlie Parker est surtout saxophoniste. C'est ça, voilà. C'est ça. Que je ne me trompe pas. Donc voilà, en fait, c'est un film. Alors pour le coup, le seul bémol que j'aurais, c'est que justement par rapport à cette narration, c'est que parfois ça manque un peu de fluidité. Parfois t'as des retours en arrière qui peuvent peut-être manquer un petit peu de pertinence parfois. Limite que le film soit dans le linéaire, ça m'aurait pas tant dérangé que ça. Même si forcément peut-être que 2-3 scènes n'auraient peut-être pas un peu d'impact. Bon bref, après ça on va pas refaire le film. Mais voilà. C'est-à-dire que là c'est des flashbacks qui sont utiles. Non mais je dis pas le contraire. Et important dans le sens où ça explique... Oui, plein de choses. Pourquoi il est devenu comme bien ça. Bien sûr, je suis d'accord. Ça explique plein... Enfin, voilà, donc c'est utile. Bien sûr. C'est pas juste des flashbacks pour le plaisir de faire des flashbacks. Non, bien sûr, je sais. C'est-à-dire que je sais bien.
Alors pourquoi d'abord déjà, alors, le premier c'est pourquoi il l'appelle Bird. Oui, c'est ça, non, voilà. Non, mais d'accord. Mais Donc, je dis pas que ça va rien, c'est peut-être que j'aurais peut-être presque plus aimé que le film se passe dans l'ordre chronologique finalement. Tu vois, oui, d'accord. Sur ça, tu le prends au sur début pas mal de trucs. et... Bah ouais, finalement je me dis que ça aurait peut-être pas forcément été moins bien. Après voilà, de toute façon le film vaut surtout pour ses scènes musicales, vaut surtout pour 2-3 petites fulgurances dans le jeu d'acteur de Forest Whitaker, et pour sa mise en scène encore une fois, je trouve qu'il y a des plans, il y a un plan séquence notamment que je trouve assez dingue, où t'as je sais pas comment on appelle ça, mais un mec qui fait un petit peu la publicité pour tous les trucs, tous les bars qu'il y a dans une rue, et donc c'est fait avec un plan séquence d'une extrême virtuosité. Et donc là, tout de suite, Clint Eastwood pose ses balls, c'est en mode, bah, c'est comme ça qu'on fait du cinéma les mecs. Forcément, tu t'inclines et ça force le respect. Et donc voilà, et puis voilà, les personnages sont extrêmement attachants, on prend plaisir à les suivre. Et donc voilà, ça dure 2h40 et pourtant on voit quasiment pas le temps passer, ça se suit très très bien, et c'est un très beau film. Donc voilà, c'est pas mon Eastwood préféré, mais c'est indéniablement un très bon film. Et si vous aimez le jazz, c'est une nécessité absolue. C'est incontournable, forcément. Exactement. Moi, ce que j'avais... en dehors de tout ce que tu viens de dire et pour lequel je suis tout à fait d'accord. Et pour le coup, donc ces flashbacks et tout ça, finalement, ça me perturbe pas. Parce que, en fait, donc tu suis la vie de Charlie Parker. Donc avec ses débuts... Difficile. Ben oui, mais après, en même temps, faut pas oublier le contexte, faut pas oublier l'époque. C'est vrai. C'est quand même une musique de noir, qui était dans un monde de blanc quand même, faut pas oublier. La ségrégation, enfin, il y a tout le contexte historique qui est... Mais pour le coup, par contre, tu vois, ce que j'ai trouvé appréciable aussi, c'est que, alors évidemment, il y a des allusions à ça, justement tout ce truc de noir, etc. Mais je trouve que c'est pas non plus trop appuyé, c'est-à-dire que, non. Comment le dire ? Je suis d'accord. Évidemment, c'est un important dans le scénario parfois, mais je trouve que c'est fait avec suffisamment de délicatesse et de pudeur pour pas que ce soit non plus un film misérabiliste, par exemple, ou un truc comme ça. Je suis d'accord. D'où, parce que moi je voulais faire le parallèle, et c'est pour ça que je n'ai pas parlé du troisième film, qui est donc Ray, qui pour le coup, donc lui, c'est sur la vie de Ray Charles. Et donc le concept est un petit peu le même, c'est-à-dire que tu vois Ray Charles à une certaine période de sa vie, voilà, et puis tu as des flashbacks qui reviennent pour ce qui a la différence aussi entre Charlie Parker et Ray Charles, c'est qu'ils avaient à peu près le double d'âge quand ils sont morts. C'est-à-dire que tu as l'impression que pendant les 2h40, on te raconte l'histoire d'un mec, il a vécu, il avait 100 ans quand il est mort. Et en fait, Charlie Parker, quand il est mort, il avait 33 ans. Ouais, ça donne, donc c'est pour dire que ça avait été... D'abord qu'il a commencé très jeune, et puis que sa vie a été quand même plutôt courte, et qu'il a suivi à peu près le même schéma que Ray Charles. Mais sauf que Ray Charles, lui, il s'en est mieux sorti, parce qu'il a duré quand même plus longtemps, et qu'il a su effectivement s'extraire de tout, de l'alcool, de la drogue, enfin tout ça. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en peu de temps, donc j'ai vu à la fois, j'ai revu Bird, et j'ai revu aussi Ray, parce que je l'avais déjà vu, mais ça faisait un moment, et cette espèce de similitude qu'il y a tellement dans leur vie, c'est-à-dire que ils se marient, ils ont des enfants, mais à côté de ça, ils s'envoient tout ce qui bouge, autant l'un que l'autre. Enfin, un peu de déboire et tout ça. Oui, non, et puis qui sont absolument à fond dans la drogue, et qui sont aussi des hommes noirs dans un monde de blancs, et pour le coup dans Ray, la partie noir-blanc est plus présente, plus appuyée, puisque donc c'est vrai que sur, j'allais dire presque la fin de sa vie, Ray Charles donc a refusé d'aller dans certains États du Sud qui étaient ségrégationnistes, et puis donc et il a fallu presque attendre là aussi à l'aube de sa mort pour que son fameux standard Georgia, qui était une ode en fait à l'État de Géorgie, donc soit après reconnu, et puis que la Géorgie le fasse citoyen d'honneur, enfin bon bref et tout ça. Donc il y a eu plus ce côté-là effectivement dans Ray, mais après c'est pareil, c'est pas tout à fait la même période, c'est un petit peu plus proche de nous, donc c'est ça. bon, voilà.
après, c'est une façon de faire aussi différente, quoi. Il y a pas de... Voilà, mais bon. Mais après, voilà, que ce soit Bird ou que ce soit Ray, c'est des immenses réalisateurs, c'est des acteurs formidables. Donc Ray, c'est Jimmy Fox. Oui, l'acteur, oui. Tout à fait. Par contre, j'ai oublié le réalisateur de Ray, mais bon. Ouais, Et puis bon, et Forest Whitaker, bien sûr, qui est... bon, voilà. Taylor Hackford, D'accord, bon, ça c'est... qui a également réalisé, parce que ça me parle pas comme ça, Non, moi non très plus. vite fait, L'associé du diable, avec Keanu Reeves, D'accord. et Al Pacino, Ouais, mais enfin bon... Le Prince de la Ville aussi. Bon, malgré tout, ça reste pas un... Bon, c'est pas, Oui, c'est oui, pas, non, c'est pas... Enfin, il est pas Eastwood, quand même. Bon. Voilà, c'est ça. Enfin, mais c'était très bien quand même. Ah oui, non, j'en doute pas. Voilà. Donc, oui. Donc, Bon, bref. Non, voilà, mais voilà, pour résumer, Bird, c'est très bien. C'est pas mon Eastwood préféré, mais c'est un très très bon film. Et encore une fois, si vous aimez le jazz, c'est un must-see absolu. Et ne serait-ce que pour les acteurs aussi, les mise en scène, tout ça, c'est à voir absolument. Parce que juste après, j'ai déjà une idée de ce que tu vas dire, et c'est pour ça que je le dis maintenant. Ça prouve aussi que Clint Eastwood n'est pas forcément l'américain blanc républicain de base. Voici donc... Ah, tu comprends pourquoi je dis ça. oui, mais je suis pas tout à fait d'accord. Mais enfin, bon... Ah, mais justement, on va en parler. Parce que je sais déjà ce que tu vas dire, c'est très intéressant. Donc, là, on était d'accord, c'est très bien passé. Là, je pense que la guerre va arriver, ça va être très intéressant, chers amis. Entre guillemets, oui. Bien sûr, à mettre entre circonflexe, évidemment. Oui. Macha Marie, Oui, ça va être à toi. Oui. Donc, toujours un film de Clint Eastwood, donc là Oui. c'est moi qui te l'ai imposé, donc plutôt Oui. un de ses derniers films. oui. Enfin, j'avais le choix entre deux. T'avais le choix entre deux. T'avais le choix entre donc son La dernier film. peste et la gueule. Oh super, c'est beau ça. Non, alors t'avais le choix entre son dernier film en date, encore aujourd'hui, à savoir Le cas Richard Jewell, Ouais. et celui donc que tu as choisi, sorti en 2015 en France. 2016. Non, mais 2014, pardon. Oui, mais 2015 en France. Voilà. Autant pour moi. Oui, pardon. 2014, Mais le mais- film est de 2014. Oui, oui, Voilà, tout à mais fait. 2015, Tout à mais fait. début 2015 en France. Tout à fait. American Sniper, American donc de Sniper. Clint Eastwood, Yes. avec notamment Bradley Cooper, Oui. Et Sienna Miller. Sienna Miller, exactement. Sienna Miller. Du coup, je vais te laisser évidemment en parler. Qu'as-tu pensé de American Sniper? Et après, évidemment, on va se fighter. Alors, Mais d'entrée, je donne le ton. Hein. Ah bah vas-y. J'aime pas les films de guerre, j'aime pas Bradley Cooper. Déjà, ça partait mal. Déjà. Déjà, ça faisait 2 points négatifs qui faisaient que j'étais pas très emballée. L'ambiance Je est le posée. reconnais. L'ambiance est posée. Et ben, sur les deux, il y en a quand même un où je reconnais qu'il s'en tire pas si mal. Bradley Cooper s'en tire plutôt pas mal. Je le trouve plutôt pas mal. Bien que. Mais après, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir avec le Bradley Cooper Ah bah non, justement. du film avec Lady Gaga. C'était comment déjà Star is Born. Ouais, Star is Ou Born. même les Very Bad Trip ou des trucs comme ça. Mais Voilà, voilà, donc il est un petit peu méconnaissable On y quand reviendra. même, On y dans reviendra. ce film. Mais bon, après c'est toujours pareil. Un acteur moyen peut se sublimer face à un grand réalisateur. Et c'est vrai que ça, pour le coup, Clint C'est souvent le cas, Eastwood, donc voilà. Bon, l'histoire, parce que là aussi, c'est pareil, je l'ai regardé sans rien connaître. Donc, film de guerre, effectivement, pas été déçu, c'était un film de guerre, avec tout ce qu'il y a donc, au niveau des films de guerre. Ce que je ne savais pas, et bon, je n'aurais peut-être pas changé grand-chose, mais bon, au moins, je serais partie peut-être un peu moins dans l'inconnu, c'est qu'en fait, c'est basé sur une histoire vraie. Oui. Donc, ça y est, j'ai perdu son nom au monsieur. Kyle. C'est Kyle, ouais, c'est ça, c'est Kyle. Chris Kyle. Très Kyle, c'est ça. Qui est en fait était un véritable sniper, puisque donc le film se déroule pendant, dans les années 2000, qui était donc pendant la seconde, je sais plus si c'est la seconde ou la troisième guerre du Golfe, enfin peu importe, donc en Irak, pour situer l'histoire. Et donc là, pareil, on voit le héros, donc au moment où il est en train de faire son rôle qui est d'être un sniper. Et puis on a des flashbacks donc sur son enfance. C'est marrant parce que je me rappelais pas de ça, mais il doit peut-être avoir tant que ça aussi. Des quoi? Des flashbacks. Il y a celui sur son enfance, au moins 2 fois, Ouais. et avec son père. Et puis peut-être, ouais. après, puis il y a des retours parfois aussi quand il rencontre celle qui va devenir sa femme, enfin. Puis, Ah oui. Enfin bon, voilà. Parce qu'il y va quand même 4 fois hein, en Irak. Oui, c'est ça. Thierry revient, il repart, enfin entre-temps Bon, mais il fait 2 gosses, enfin bon Pardon, bref. je t'ai coupé. Non, mais voilà, donc, et on apprend, après ça excuse rien, mais bon, on apprend que, donc tout jeune, il était sous la coupe de son père,
pur blanc catholique, donc qui lui a tout enfant enseigné que, de manière comme il dit, je crois qu'il y a 3 catégories d'hommes qui sont les loups, les chiens et les moutons. Et donc il lui a dit, tu deviendras pas un mouton, tu ne deviendras pas un loup non plus, et qu'il faut qu'il devienne un chien en fait. Hein. Donc, en gros, si je schématise un petit peu ça. Encore une fois. Oui, et puis donc, et qui bien sûr avait une manière très à lui d'inculquer l'éducation qui était à coup de ceinture. Donc, bon, ça te marque quand même un peu, je présume. Donc il l'amène à la chasse, il lui apprend à chasser, à tirer au fusil, grand standard américain, ce qui est logique. Et il s'avère qu'il est très bon au tir, voilà. Plutôt, et oui. c'est pour ça qu'il devient donc un sniper, et il part en Irak parce qu'il a une sorte de révélation qui est donc 2001. Le 11 septembre, ouais. Le 11 septembre 2001, donc avec les tours jumelles à New York, enfin tout ça. Je trépigne, parce que j'ai trop de trucs à dire, mais vas-y. Non, mais je parle du côté technique du film et histoire. Je reviendrai après sur le côté polémique et sur tout ce qui m'a déplu dans le film. Ah ouais, mais je n'en doute pas. Mais donc bon, c'est du Clint Eastwood, donc c'est super bien filmé. C'est très, comment dirais-je, c'est bien amené, il a vraiment cette façon bien à lui de filmer. Alors parfois ça ressemble presque plus à du documentaire que du film. Le problème c'est un petit peu, et j'ai noté ça quelque part et j'ai trouvé ça intéressant comme truc, c'est de dire qu'à force de laisser parler les images, c'est un peu comme dans Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui avait créé donc les polémiques, autant l'un que l'autre. C'est qu'à force de trop vouloir laisser donc les images parler d'elles-mêmes, et bien après on peut leur faire dire ce qu'on veut. Tu as une image, tu as 2 façons forcément de l'interpréter. Enfin, moi je dis 2, c'est évident. Au moins 2, si ce n'est plusieurs, mais au moins 2. Donc voilà, ça c'était pour le côté technique, le côté histoire un petit peu, tout ça. Et après nous sommes dans un film américain, pur produit américain, pur produit période Bush, pur produit républicain blanc, bien sûr, défendant corps et âme les armes à feu, donc enfin tout ce qu'on imagine, parce qu'on a connu ça pendant toute la période Trump, encore poussée à son paroxysme. Et là, tout d'un coup, ce sont donc les gentils, les beaux. Pour le coup, c'est pas manichéen du tout, comme tu aimes à le dire souvent. Les gentils, américains, bien entendu, blancs, bien entendu, qui vont en guerre contre les salauds de terroristes. Non, alors justement, si c'est manichéen. Oui, enfin. Gentil contre méchant, c'est manichéen. Oui. Bon, je voulais tourner différemment, mais tu as raison. Et donc, puisque à un moment donné, donc il dit même dans son discours, attends, je retrouve la phrase exacte, bouge pas. Et c'est saloperie d'arabes, tous des sauvages, bang bang. Voilà. Un film fait par quelqu'un d'autre que Clint Eastwood, ça aurait pu passer. Le problème, c'est que quand on connaît Clint Eastwood et qu'on sait comment il est patriote, pour ne pas dire ultra américanisé, et même s'il essaye de nuancer des choses, en fait, il n'y a absolument aucune illusion. Il ne faut se faire aucune illusion. On imagine allègrement qu'il fait partie d'une majorité d'Américains ayant foi en son pays et son armée pour vaincre la menace qui tente de briser leur liberté. C'est tout ce côté-là que je reproche au film. Il y a des gentils, des méchants. Les gentils, c'est les Américains, parce que c'est très facile, lorsque, encore une fois, comme on disait pour les images, quand tu montres une partie de l'image, pas la deuxième, c'est très facile. Il a tué quand même pratiquement 160 personnes, hommes, femmes, enfants, sans distinction aucune. De toute façon, il n'y avait pas de distinction à faire, c'est des Arabes. Donc, et comme disait Custer, les loups, il faut les tuer quand ils sont petits.
Comme ça, ils grandissent pas. C'est trop pro-américain. C'est insupportable. Insupportable. Moi, je ne peux pas. C'est trop. Et alors, par contre, quelque part à la fin, tu te dis... Finalement, peut-être que quelque part, il se rattrape un tout petit peu. C'est-à-dire parce qu'en fait, il est tué par un Américain, quoi. Moi, j'avais tout basé là-dessus sur mon argumentaire. Bah oui, mais c'est pas suffisant pied. parce qu'en fait, de toute façon, de manière... Enfin, c'est pas suffisant, je suis pas d'accord, mais on va y revenir. Bon, enfin voilà, donc j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. J'ai trop de trucs à dire. Hein. Non, mais voilà, mais sinon, techniquement, enfin c'est du Eastwood, donc c'est techniquement, c'est... Et puis, franchement, si un Eastwood, il faut aller voir pour ce côté, comment dirais-je, antagonisme, donc au niveau des Américains, franchement, vous m'allez regarder Gran Torino. Parce que quand même, Gran Torino, il y a aussi une part de pro-américanisme, mais quand même, c'est tellement plus ouvert, parce que c'est ouvertement raciste. C'est ouvertement raciste, je suis désolée. Et de quoi est-ce que et en fait, le personnage qui m'a le plus intéressé dans le film, mais encore une fois, moi, dans les westerns, j'étais pour les Indiens, pas pour les cow-boys. J'ai trouvé que c'était le personnage en fait du sniper syrien, qui pour le coup était beaucoup plus intéressant. Ah oui, je me rappelle, ouais. C'est nous d'ailleurs, mais oui. C'est donc voilà, je sais pas. Du coup, globalement, sur la forme, t'as été séduit, mais sur le fond, absolument pas. Ah non, pas du tout même. Pas du tout, non. Et puis alors en plus, la fin, je reconnais que le film s'achève, bon, ça s'arrête, machin, tu le vois, hein. Puis après, paf, t'as juste un truc qui te dit Chris, machin, a été tué ce jour même, machin, tout ça. Tu te dis, hein, c'est toi. Donc ça va que j'avais à aller plus loin parce qu'il fallait que je fasse des recherches donc, pour pouvoir faire ma chronique. Mais sinon, je crois que en fait, je serais pas allée si j'avais pas eu ma chronique à faire parce que je me serais dit, de toute façon, vu l'intérêt du film, ça n'en présente aucun. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pensé d'American Sniper. Mais je l'ai bien précisé quand même au départ. Ah oui, je n'aime pas les films de guerre. Et c'est en fin de compte, autant j'ai été subjuguée par 1917. Qui est pourtant un film de guerre. C'est absolument pas la même chose. Ah oui, non mais d'accord, ouais, mais enfin bon. C'est absolument pas la même Oui, mais là pour le coup, t'as des gentils, t'as des méchants parmi les alliés, t'as des gentils parmi les Allemands, enfin... Là pour le coup, on le sait, ils sont tous gentils, ils sont tous super. Le mec, il tire sur un gosse qui a l'âge de son fils, mais c'est un gentil quand même. Non, moi je suis désolée. Et en plus, parce que j'ai vu ça, c'est que Michael Moore, qui est quand même pas n'importe qui, hein, puisque donc quand même, a quand même dénoncé et puis monté une sorte de cabale sur les réseaux sociaux sur donc American Sniper, parce que bon, il se trouve que son père avait été tué par un sniper, pardon. Et du coup, j'ai trouvé que en fait les mecs c'était juste des lâches, c'est parce qu'ils allaient pas au combat. Alors bon, dans le film c'est pas tout à fait vrai parce que lui il y va un peu, mais c'est vrai qu'au départ c'est pas leur rôle. C'est juste ils sont là et puis en fait pouf ils tirent, ils descendent des gens sans aucun état d'âme, sans humanisme, sans rien du tout. Mais je pose pas de questions. Voilà. Alors, en gros ce que j'ai à dire sur American Sniper. D'accord. Alors j'entends tout ce que tu dis. Il n'y a pas que du faux, mais je mets un gros mais quand même. Bon, alors moi j'aime beaucoup le film. Encore une fois, c'est pas meilleur Eastwood, mais j'aime beaucoup le film. Pareil, c'est vrai que quand tu connais pas l'histoire du mec, forcément que la fin fait plus super culte parce que elle est quand même très surprenante. Donc effectivement, tu l'as dit, bon tant pis, on spoil, mais donc effectivement, il est tué par un Américain. Et moi je trouve que pour moi la fin résume quasiment tout en fait. Vraiment, elle est pas juste en mode c'est pour rattraper le coup. Moi je pense que tout le film est dans la fin. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, il part 4 fois en Irak, il passe des années dans une guerre affreuse machin, et il est buté par un Américain pure souche en plus, qui a certainement eu la même enfance que lui, le même parcours que lui, à peu de choses près machin, dans une zone de non-guerre. Et je trouve qu'en fait c'est une telle ironie presque, alors c'est très bien comme mot, mais c'est une telle ironie
que pour moi, vraiment, je pense que tout le film est à remettre un petit peu, avec un peu de recul. Moi, je suis désolé, à aucun moment, pour moi, j'ai l'impression que Eastwood me dit ce personnage-là est un héros. C'est pourtant. Non. Rappelle-toi de la fin du film. Lorsqu'on apprend qu'il a été tué, machin, Oui. t'as quand même un défilé, machin, et t'as des drapeaux américains, mais tant t'es plus. Je suis d'accord. Il n'y a que ça. Je suis d'accord, mais justement, cette surenchère de patriotisme, cette surenchère de drapeau américain sur la fin, pour moi, il y a une vraie ironie, il y a une vraie dénonciation de tout ça, justement. Je suis d'accord. Non. Eastwood a un passif de républicain. Non, mais c'est pas un passif. On le sait. Bien sûr. Ça fait plus de 60 ans qu'il soutient des gens aussi abominables que Nixon, Reagan, Bush, McCain. Enfin, McCain. Non, McCain. McCain. Les frites. Mais non, ça n'a rien à voir. Et forcément Trump. Enfin, je veux dire, voilà, c'est. On a un petit peu l'impression, si tu veux, que Clint Eastwood est resté au temps du Far West. Alors c'est vrai que c'est pas très loin, mais il est resté au temps du Far West, donc, et c'est un film qui présente donc une apologie de la violence au service d'une cause, d'accord, et qui ne va certainement pas aider à diminuer le nombre hallucinant de décès par arme à feu aux États-Unis. Et pour moi, justement, la fin est l'heure. Non, parce que Eastwood est pro arme à feu. Donc, il ne peut pas à la fois, dans un film, dénoncer le nombre proliférant d'armes à feu et d'un autre côté, être d'accord pour les armes à feu. Il ne peut pas à la fois dire mais non, mais de toute façon, les Arabes, ils sont gentils, et en même temps, à côté de ça, dans ces films, prenez... donc, non, c'est pour ça que je suis désolée. C'était pas à lui de faire ce film. Ah, alors ça, après... C'était pas à lui. Pas sur ce sujet-là. Et à qui, alors ? Ah bah peut-être plus sur un cinéaste, je sais pas, Oliver Stone, par exemple. Tu mets Oliver Stone. Ah bah Oliver Stone, t'as toute une autre version de l'histoire. Hein. Ah, ça peut être. Bah oui, mais c'est... Non, moi, pour moi, je suis désolé, à aucun moment je vois une espèce... Justement, pour moi, le choix de Bradley Cooper est extrêmement intéressant, parce que je trouve qu'il y a une vraie mise en abîme là-dedans, parce que justement, il va prendre un acteur... ultra playboy, beau gosse, machin, qui est justement peut-être certainement le profil typique de l'américain moyen, et il va le démystifier pendant tout le truc. Je suis désolé parce que pour moi c'est ce que je vois. Et à la fin du film... Démystifier en quoi ? Bah justement sur... Parce que t'as pas l'impression j'allais être grossière un peu, qui s'éclate quand on l'appelle la légende ? Bah justement... Donc en quoi il est démystifié là ? Je vois pas là. Je vois pas. Justement... Non, il se glorifie. Il se glorifie au contraire. Quand tu le vois... dans le film, machin, mais pour moi, à aucun moment, il ne prend parti. Tu disais qu'il montrait les images et que machin... Et moi, justement... Après, c'est à toi de faire ton interprétation, mais moi, je suis quasiment convaincu de l'inverse de ce que tu penses. Oui, justement. À part sur cette inverse. Quand même, alors... Encore une fois, la fin, pour moi, appuie ça. Je suis désolée quand même, mais quand tu as l'acteur principal, et donc pour ne pas le nommer Bradley Cooper... Parce que s'il n'est pas d'accord avec le texte, il peut toujours le dire, hein. Il peut toujours nuancer un texte. Un acteur, je suis désolé, mais enfin, quand il dit on va les tuer ces saloperies, machin... Mais justement, c'est pour ça que pour moi, il ne nous décrit pas comme un bon gars. Tout comme tu citais Gran Torino. Est-ce qu'à un moment donné, Clint Eastwood dit que ce personnage est un bon gars ? Non, jamais. Mais il le devient. Et encore. Bradley Cooper, jamais. Je suis pas entièrement d'accord. Bradley Cooper, c'est pas parce qu'il va sauver trois mecs que forcément il a totalement changé. Je veux dire, c'est ce que il n'a pas changé, simplement c'est que il est devenu... il change pas fondamentalement. Fondamentalement, il reste un vieux réac pro-américain dans Gran Torino, j'entends. Hein. Donc ça ne change pas. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il s'est un petit peu ouvert aux autres parce qu'il a compris qu'en fin de compte, les autres, c'était pas que des méchants, c'était pas que... Enfin, je sais pas. Là, jamais, dans le film d'American Sniper, jamais tu n'as une reconnaissance de l'arabe. Pourtant, rappelle-toi, il y a une séquence là, avec le tchèque, là, je crois, ou c'est le tchèque, enfin bref, qui leur donne des renseignements pour pouvoir trouver le fameux bandit qui cherche, le machin et tout ça. Il se fait massacrer. La réflexion, c'est, il l'a bien mérité. Alors que
l'arabe, disons les mots, donc a aidé les Américains parce qu'il voulait lui aussi, parce que c'est ça que ne montre pas le film, et c'est ça que pourtant ces films-là devraient montrer, c'est que le peuple irakien était contre ceux qui étaient dans leur pays et qui étaient prêts à être avec les Américains, enfin bon bref. Donc, je sais pas, c'est de la même façon, il a nulle part, il n'y a aucun moment ça n'est dit, qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Irak? Ah ben ça c'est un Qu'est-ce débat. qu'ils sont allés faire Mais en après, Irak? moi je suis désolé. Ben oui, mais jamais il en parle dans le film. Oui, Jamais. mais c'est alors encore une fois c'est quasiment un biopic. Moi je suis désolé, quand tu fais un biopic, il faut quand même malgré tout que tu racontes les faits. Oui. Et ça veut pas dire que forcément. Oui, mais je suis d'accord, mais regarde, quand tu t'en parlais toi-même, quand on parlait du biopic, que ce soit de Ray ou que ce soit de Bird, enfin de Charlie Parker, Bah justement, tu les vois avec tout leur côté, leur travers. Ils boivent, bah, justement. ils se droguent, enfin. Et est-ce que- là, l'autre, il est impeccable. Et en plus, et en plus, le seul truc, il est au bord du pétage de plomb. Il pète pas les plombs parce que, bon, bien sûr, non, on peut pas péter les plombs. Mais- C'est un bon blanc, un machin. Lors d'un pique-nique, qui est en train de, il va vouloir tabasser le chien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, le chien? Il l'a pris aussi pour un arabe. Mais justement, réfléchis avec le parallèle. Imaginons tu reprends Bird, t'enlèves la fin. Le film pourrait pas se te dire, ah bah super, buvez, picolez, droguez-vous, c'est génial en fait. Vous allez devenir quelqu'un de grand talent sans avoir aucun problème. La mort de Charlie Parker remet tout en cause. En mode, il faut pas faire ça. C'est pas parce que tu vois des mecs se droguer pendant 2h40 que les autres te disent, il faut se droguer, c'est super important les enfants. Parce qu'à la fin, ils crèvent. Oui, mais enfin, Très jeune. Il a quand même pris un Et là, c'est exactement pareil pour moi. personnage, enfin, entre guillemets, un héros national. C'est encore. Et je il sens- en a décrit, mais tout le côté positif. Enfin, je sais pas. D'entrée de jeu, en plus, moi, de toute façon, comment voulais-tu qu'un film me plaise? Parce que d'entrée de jeu, tu vois un gamin qui tue un cerf. Comment tu voulais forcément que j'adhère à ce genre de film, moi? Je pouvais pas. C'est pas Pour possible. moi, à aucun moment, il dit, regardez, ce gars est un héros. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de jugement, justement. Et pareil, le cas Richard Jewell aussi est intéressant de ce point de vue-là. Et- Parce que Richard Jewell est un con. Mais jamais il va forcément quand il être est, de son et point de quand vue. il est au garage avec son fils, tu te rappelles la scène? Comme ça, non, mais. Quand il est au garage avec son fils, qui est un ancien, qui a plus de jambes, et qui lui dit ton père c'est un héros, tu peux être fier de lui. Mais encore une fois, Rappelle- c'est un rappelle- dialogue. Rappelle-toi du personnage de Bradley Cooper là qui a bombé le torse. Mais justement, Donc ça veut bien dire que quelque part il adhère au fait que. pour moi, le choix de Non, Bradley t'as Cooper. rien compris. Bah non, je suis T'as rien désolé. compris. Moi, je suis désolé, c'est un non polémique. Parce que justement, je suis désolé, il y a une totale ironie dans le choix. Non, jusqu'à même au choix de l'acteur. C'est pas rien, c'est pas pour rien Non. qu'il a fait Bradley Cooper. Je suis quasi sûr. La fin, pour moi, résume tout. Je suis désolé. Et justement, quand tu sais en plus, parfois, le passif de Clint Eastwood, il a fait un diptyque, des films de guerre, encore une fois. Les deux films s'appellent Lettres d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères. C'est un diptyque donc, qui raconte le même truc, mais sur deux points de vue différents. Les Lettres d'Iwo Jima étant un film avec uniquement des acteurs japonais, tout ça, etc. Donc, Oui, mais avec les Japonais, il a réglé ses problèmes apparemment. oui, non mais. Parce que déjà dans Grand Torino, il avait réglé ses problèmes. Mais j'ai l'impression qu'il Ouais, n'a pas, mais- ouais, mais- il ouais, a mais pas là, réglé ses problèmes ouais, par mais contre avec le monde Lettres arabe. d'Iwo Jima, c'est sorti avant Grand Torino. Mais justement, je sais pas, ça a toujours été quelqu'un, Eastwood, qui parfois montrait des énormes saloperies. Je veux dire, même dans Impitoyable. Ah non, mais ça, c'est. Ce- Oui. Moi, je disais, l'homme des hautes plaines, le personnage principal, est Mais une ordure. oui, mais parce que c'est. Et malgré tout, à la fin du film, il repart en héros. Entre grosses guillemets, parce qu'il sauve un village. J'ai jamais dit que. Et là, c'est pareil. J'ai jamais dit que j'adhérais. Oui, mais sauf que c'était des westerns. C'est quand même plus éloigné de nous. Là, Je vois pas en quoi. c'est les années 2000. Là, Mais- c'est et la bah, guerre d'Irak. En plus, quand tu Bah, sais. justement, qu'est-ce qui a changé en Quand tu 30 ans sais la polémique, enfin franchement, il y avait des millions de gens qui manifestaient parce que contre la guerre d'Irak, et puis en plus, il met pas en avant comme ça a pu être dans Taxi Driver déjà. Dans Taxi Driver, il y avait tout le truc post-traumatique, comme dans certains films sur le Vietnam où c'était Apocalypse Now, enfin machin. Il y avait tout ce truc post-traumatique. Là,
il en souffre pas. Bah si, on l'a un petit peu, moi j'ai souvenir de 2-3 scènes, et encore une fois, il y a la fin, qui est super À part un importante. moment où il est devant sa télé, la télé pas allumée. Oh bah, Non mais je suis d'accord que c'est comme pas... trauma, Oui, bon. franchement, il y a mieux. Revenir de guerre après avoir assassiné je ne sais combien de femmes, d'enfants et d'hommes. Parce que ça aussi, hein, parce que ça par contre, là, tu vois, j'ai dû passer 2 fois sur le film. 2 fois, j'ai passé. 2 scènes, ouais. Oui. Il s'envoie en l'air. Apparemment, il n'a pas l'air plus traumatisé que ça quand même. En l'espace de je ne sais pas combien ont duré ces 4 missions, mais il a quand même trouvé le moyen d'avoir 2 gosses. Oui. Comme trauma, là aussi, ça se pose là quand même. Mais Hein, donc, oui, mais encore une fois, à aucun moment, j'ai l'impression que Yesou me dit ce gars-là est un héros, est un bon gars. non. Jamais Mais de la la vie. façon dont il le montre, oui. Mais parce qu'il a été... C'est un héros pas pour Clint Eastwood, pour tout le reste, et justement c'est ça qui montre. Pour les États-Unis blancs Et- américains. Et voilà. Enfin, pour Et les c'est blancs ça qu'il américains. dénonce. Et c'est pas pour rien qu'il Non, il dénonce rien. Alors pourquoi il a choisi de raconter cette histoire? Il ne le fait que le montrer. Alors moi je te pose une question, on va finir là-dessus. Il y a dû y avoir des centaines de mecs comme lui. Des centaines de snipers américains qui ont été considérés comme des héros. Pourquoi il a pris celui-là qui se fait buter par un américain en fin de film? Pourquoi il a choisi de raconter son histoire à lui? Il y en a d'autres qui sont morts, parce que je t'ai regardé un peu plus loin, mais il y en a d'autres qui sont morts en tant que sniper, mais qui sont morts direct à la guerre. Et ben voilà. Alors, à la limite, Bah oui. eh ben alors, à la limite, moi j'aurais compris qu'il meurt à la guerre. Oui, mais ça aurait absolument rien raconté. Parce qu'encore plus, il aurait été en mode ah bah oui, mais là il est buté à la guerre, c'est normal. Là, il est mort dans un temps qui est pas normal. Et pour moi, tout est dit là. Je suis désolé, tout est dit là. Je dis pas que le film est parfait, je dis pas que parfois il va un peu sur la limite. Mais pour moi, on lui prend des intentions qui ne sont pas. Alors, ce qui est fou, parce que quand même, c'est toutes les scènes de violence. Après tout, c'est la guerre, donc C'est la il y a guerre, des scènes oui. de violence. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais elles sont toutes dans un sens. C'est-à-dire que, moi, c'est là où on ne parle... Enfin, après, c'était peut-être pas le but du film, mais c'est Et justement... tu vois, justement, C'était justement ce côté qui m'a tu parles de voyage qui m'a en beaucoup enfer et gêné. Apocalypse Now, c'est pareil. À un moment, tu vois l'autre point de vue. Non, mais peu importe. Et pourtant, il n'y a pas Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que 2001, et sans rentrer dans le complot, dans le machin, on sait pourquoi les États-Unis ont été attaqués. Alors, Ah oui, non. voilà, c'est monstrueux. Tu parlais de Kubrick, juste en mode. Non, pas 2001. Ok, c'est ouais, non, l'espace, pardon. non. Ok, ouais. Donc, mais on sait qui a armé Ben Laden. Oui, bien sûr. C'est les États-Unis qui ont armé Ben Laden, d'accord? C'est Guantanamo. Ça existe, ça existait, ça existe peut-être même encore. Les atrocités qui se passaient à Guantanamo. Bien sûr. Voilà, donc je suis désolée, mais quand on est Clint Eastwood, qu'on a cette... Enfin, voilà, que tout le monde, et puis qu'il le dit... Enfin, il le dit ouvertement, je veux dire, il s'est jamais caché d'avoir des idées d'extrême droite, comment on dit, suppressionniste? Je sais pas. Enfin, bon, Je sais bref. pas ce que tu veux dire, mais oui. Mais si, des idées suprêmes, enfin bon, bref, machin, l'être suprême, le blanc, enfin... Suprémaciste. Suprémaciste, voilà. Donc, adepte d'armes à feu, donc pro-armes à feu, on fait pas un film comme ça, ou même s'il y a un petit semblant, et qui dure, mais alors vraiment sur 2 heures, t'as juste un bandeau qui te dit qu'il a été tué par un vétéran, point. Ouais, mais Point, rien d'autre. tout est là pour moi. Mais bon, bref. Non, puis même, je veux dire. Putain, il y a un truc que j'ai oublié. Non. Bon, enfin bon, bref, peu importe. Ça n'empêche pas que de toute façon, si tu prends le film American Sniper, Ah si, oui. donc acteur, réalisateur, génial. Histoire, non. Moi, justement, Moi, je suis... Moi, je suis désolé. Et sans faire de l'anti-américanisme primaire. Non, Hein. je suis d'accord. Ah, Mais d'accord, pour moi, d'accord. rien que dans le titre, pour moi, il y a une espèce de surenchère voulue pour justement dénoncer et non pas glorifier tout ça. Si rien que dans le titre, on a American Sniper, si rien, effectivement, parce qu'en plus, c'est justement ce 11 septembre 2001 qui va déclencher son truc, quoi, justement. Enfin, je sais pas, les dialogues qu'il dit, genre, à un moment, il dit, ouais, c'est le plus beau pays du monde, c'est ça, à un moment donné. Ah bah.
Mais ça se sent tellement qu'il se fout de sa gueule en fait. Je suis désolé. Enfin, en attendant, des 2 snipers, Pour moi, il y a une vraie ironie, je suis désolé. des deux snipers, c'est pas le blanc qui meurt. Bah, au final, si, mais après. Encore une fois, il serait mort à la guerre, ça n'aurait pas le même message. J'en suis convaincu. Moi, je suis convaincu de ça. Et je sais pas qui a raison, qui a On tort. n'arrivera pas à tomber d'accord. Non. Mais bon, enfin, voilà. Mais après, de toute façon, tout ça, c'est Après, voilà, c'est pas. l'histoire, c'est la C'est petite pas le meilleur histoire, Eastwood, je suis c'est d'accord. non. Non, mais puis, de toute façon, moi, très honnêtement, je partais avec un a priori. Bah voilà. Donc, ça aide pas aussi. Non, de toute façon, elle t'aime pas les films de guerre, t'es machin. mais pas de Je Clint comprends. Eastwood, hein. Je partais sur un a priori de film de guerre et de Bradley Cooper. Moi, ce que je trouve dommage. Et bien sur les deux, il y en a un qui s'en tire plutôt pas mal. Ouais. Donc finalement, c'est bien. Moi, C'est un sur deux, c'est bien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reproche à ce film beaucoup de trucs qu'on reproche pas à d'autres films de guerre américains et qui pourtant sont quasiment. Ah, mais tous. Ah bah, je sais pas, je suis pas convaincu. Mais si. Je suis pas convaincu. Et Si, justement, si, mais c'est et parce justement, tu disais que Clint Eastwood n'aurait pas dû réaliser ce truc, mais justement, si. Parce que ça aurait été un autre qui aurait réalisé, on n'aurait rien dit du tout. Et justement, moi je trouve Oliver ça. Stone aurait pu le faire. Bah ouais. Mais justement, on n'aurait rien dit. Il aurait pu faire exactement le même film, on n'aurait rien dit. Et justement, je trouve ça très intéressant. Oui, mais parce qu'on connaît aussi le passif. Enfin, Bah ouais, mais et c'est trop facile. on sait qu'Oliver Stone, de toute façon, s'est insurgé contre. C'est trop facile. Eastwood, je ne l'ai jamais entendu manifester contre la guerre en Irak, ni la première guerre du Golfe, ni la deuxième, ni la troisième. Je ne l'ai jamais entendu. Et pourtant, j'adore Clint Eastwood. Hein. Alors, ça, franchement, c'est. Vraiment, ça, c'est. Moi, je pense. Mais je ne l'ai jamais entendu s'offusquer à chaque fois qu'il y a des massacres dans les écoles. Je ne l'ai jamais entendu. Donc s'élever contre les armes, enfin tout ça. Donc. Moi je pense qu'on pense le connaître, et en fait non. Parce que franchement, Clint Eastwood, en tout cas en tant que metteur en scène, c'est un des plus grands humanistes que je connaisse. Enfin, Clint Eastwood a quand même été maire de Carmel pendant de nombreuses années. D'accord, peut-être. Et les vendeurs d'armes et les armes à feu se portaient très très bien pendant tous ces Mais moments. peut-être. Donc bon, Mais- donc on sait que voilà. Hein. Oui, mais peut-être, encore une fois, le film date de 2015. Peut-être, je dis bien peut-être que ces dernières années, peut-être qu'il y a eu un rebasculement. J'en sais rien. Peut-être. Tu disais Trump, je suis même pas sûr que ce soit vrai qu'il ait voté pour Trump. Moi, je pense qu'on pense le connaître, je pense qu'on lui prête des mauvaises intentions. Ah, mais j'ai pas dit que c'était de mauvaise intention. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça fait un peu connivence. Peut-être. Voilà, c'est juste ce Non, mais je côté comprends. connivence. Je comprends C'est- l'ambiguïté. on connaît ce que pense Clint Eastwood. Enfin, encore une fois, on le connaît pourquoi ? Parce que lui, il le dit, que lui, il le soutient. Et faire un film comme ça, voilà. Donc ça fait un peu. Bon. Par contre, je sais pas. Donc ça fait un peu. Voilà, bah après tout, ouais, là, je vais mettre un petit truc à la fin parce que pour dire, oh oui, quand même, ils vont pas tous s'insurger, machin, dire, ah oui, quand même, peut-être que finalement, il est peut-être pas aussi. Moi, je suis tu vois, désolé, donc mais oui, t'es tombé dans le panneau, c'est bien. Non, mais. Mais on sait ce qu'il pense, on sait comment il a vécu toutes ces années. Donc voilà. Moi, en tout cas, J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse. Bah le ouais, film. mais moi en termes de metteur en scène, je trouve que c'est un des plus grands humanistes que je connaisse dans le cinéma. Il a toujours dépeint une vraie humanité dans ses films qui, moi, à chaque fois me bouleverse. Et C'est vrai pour Gran Torino, c'est vrai pour C'est vrai Mystic pour River, plein de films. c'est pas vrai pour American Sniper. bah, Je suis désolée. Alors si ça se trouve, peut-être que le cas Richard Jewell, c'est exactement la même chose. bah, le cas Richard- Peut-être que finalement ça faisait polémique aussi, peut-être dans les deux sens. Ah, mais le- C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont compris que, enfin compris, mais qui ont vu qu'il y avait cette image-là qu'ils. Mais justement, parce que justement, Peut-être à côté de ça, il y American avait- Sniper, c'est un petit peu le début d'une saga qu'il a voulu faire un peu sur les héros, et j'insiste bien sur les guillemets, là je fais des guillemets, héros américains. Parce qu'après il a fait Sully, avec Tom Hanks. Après il a fait le K-17 pour Paris, avec donc les mecs là, les américains qui ont sauvé. Oui, c'est vrai. Après donc il y a eu le Richard- il y a eu la mule. Bon alors ça crée pas tendance, mais encore une fois pareil, dans la mule c'est pas un bon personnage. Et le cas Richard Jewell, c'est jamais dit, mais c'est que je suis quasi sûr que le personnage principal est un Trumpiste convaincu. Ça se sent, et voilà, et c'est clairement un minable. Mais il est vu comme un héros. Et à aucun moment, Clint Eastwood, j'ai l'impression, me dit ce mec-là est un bon gars. Jamais il me le dit. Je trouve qu'il y a un recul nécessaire. Alors il le dit pas, je te le concède, mais jamais il dit le contraire. Non. Bah, je suis pas d'accord. Pour moi, il laisse l'ambiguïté. Repense à l'image du garage là quand il est avec l'ancien vétéran là et qui a son fils.
ce sont des personnages. Moi, du coup, à ce compte-là, ça veut dire que tous les films de gangsters, ça veut dire que tous les metteurs en scène qui font des films de gangsters, ils approuvent les gangsters. Tu vois. Mais c'est pas ça. Bah, ça a autant de sens que ça pour moi, et donc c'est pour ça que c'est débile. C'est pas parce qu'un personnage dit un Après, truc à un en même moment donné temps, que le metteur en scène pense pareil. Frank Sinatra, qui machin, donc on sait que machin, comment il s'appelle Ah, le réalisateur là. De qui? De quoi? De qui? De quoi? Donne-moi des noms de réalisateurs américains. Mais de qui? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a Mais fait? non, mais des réalisateurs comme ça là. Je sais pas, Nolan, Kubrick. En plus, il est pas américain, Nolan. Scorsese. Scorsese. À quoi Scorsese? Ah bah il a fait des films sur les gangsters, mais enfin bon, on sait de toute façon toutes les incointances qu'il pouvait avoir avec la mafia, hein. Bah oui. Bah, Ça veut pas forcément dire qu'il approuve tout ce qu'ils font. mais j'ai pas dit ça non plus. Bon, bref. Ouais, bref. C'est un long débat qui faudrait vraiment une émission Faudrait couper, particulière. hein, Ouais, non, parce que là ça fait long en plus. Non, mais c'était intéressant. Moi je savais qu'on allait un peu se fighter. Vous inquiétez pas, tout va bien. On va pas s'écharper quand on va s'arrêter. Non, absolument pas. Non, voilà. On a une vision différente du film. Moi je trouve ça très intéressant. Et voilà. Moi je pense qu'on lui prête de très mauvaises intentions. Je dis pas que tout est faux dans ce que tu as dit. Je dis pas. Mais quand même. Je pense que le film est bien plus nuancé qu'on veut le croire. Du coup, c'est tout pour toi? On est dans le doute. On est dans le doute. Oui, c'est C'est tout. bon pour moi aussi. Merci infiniment de nous avoir suivis. Ça a été C'était sympa. sympa. Bon, il est On tard, va essayer de prendre la prochaine fois ça a été plus long que des prévu. films qui divisent moins. Ouais. Non, mais c'est bien aussi parfois quand on est pas Oui, d'accord, mais enfin bon, là, je trouve que... Ouais, mais tu vois, sur Bird, c'était cool, mais finalement on se fait chier quoi, parce qu'en mode le film est très bien, d'accord, oui. Alors quand on se fight, t'as un peu plus de challenge quoi. Mais là, c'est pas contre le film que Ah, mais j'ai bien compris. je m'élève, je m'élève contre les idées. J'ai bien compris. Je m'élève contre, voilà. Et C'est nulle part, il ne dit qu'après tout, c'est les États-Unis. J'allais pas dire, et surtout ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire, donc ils l'ont bien mérité, ils l'ont bien cherché. Ce que je veux dire simplement, c'est que de la même façon qu'au Vietnam et en Irak, Bien sûr. les Américains ils se sont pris la pâtée du siècle, dans les deux cas, ils avaient rien à y faire. Ah, mais bien sûr. L'Irak, ça allait pas très bien, mais après c'est encore allé plus mal. Donc de tout ça, pourquoi? C'est parce que pour simplement imposer la suprématie du blanc américain, pour le pognon et pour le pétrole. Point. C'est tout. Voilà. Donc, partant de là, je suis désolé. S'il leur arrive des choses, après tout, faut peut-être pas qu'ils s'éteignent. Ah, et encore une fois, pour moi, tout ce que tu dis, je pense, c'est vrai, et ça veut pas dire que tous les Américains n'en sont pas conscients. Il y en a forcément qui Ouais. font ça. Oui, mais alors à ce moment-là, on fait en sorte d'avoir des idées qui sont un petit peu à l'opposé de ce que... Bon, bref. Parce que c'est compliqué, j'estime que c'est compliqué De nuancer, c'est sûr. Oui, voilà. Et c'est compliqué de dire je suis pour les armes à feu, mais je fais pas de violence dans mes films. Mais c'est pour ça aussi. Oui, mais il en fait de la violence dans ses films. Mais C'est que sûr. de la violence. Donc il est pour les armes à feu. On le sait, donc c'est... Voilà. Et... Ça veut pas forcément dire ça pour moi, mais bon. Parce que moi, justement, les films de guerre tout propres me gênent tout autant de ce côté-là. Genre, par exemple, des Dunkerque, même si les films sont très bons, c'est pas ce que je dis, mais des Dunkerque de 1917, finalement... Ah, parce que tu trouves que c'est propre, toi? Enfin, la guerre, ça n'a jamais été très Oui, propre mais non plus. est-ce enfin, qu'on voit de la violence dans ces Ah, mais films? non, mais c'est pas le propos. On voit pas de c'est sang, pas le on propos. voit pas de corps déchiqueté ou quoi. C'est pas le propos. Bah ouais, mais du coup, qu'est-ce que le film veut nous dire presque? Il veut nous dire que finalement la guerre c'est cool, tu vois. Non, On peut pas dire les images avec il la veut guerre. simplement dire que de toute façon, il y a des salauds des deux côtés et qu'il y a des gentils des deux côtés aussi. Et puis qu'il y a des gens qui ont peut-être pas eu le choix et puis qu'on a mis là comme ça, machin. Là, dans le cas présent, il a eu le choix. Il pouvait ne pas y aller. Et s'il y est allé, c'est volontairement. Mais justement. Parce qu'il y est retourné même 4 fois. Donc c'est d'autant moins excusable. Mais bien sûr. Donc... Mais Eastwood ne l'excuse pas. Je suis convaincu que... Je suis convaincu. Ouais. Bref, merci infiniment de nous avoir suivis. Bah attends, dis au revoir. Ah oui, pardon. Mais tu couperas tout ça là. Non. Merci infiniment de nous avoir suivis, ce fut très long mais très intéressant. On se retrouve donc très bientôt évidemment pour les nouveaux jeux de ciné et pour un prochain vice versa, parce que pareil il faudra trouver un metteur en scène et ça va être compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Non, parce que nous allons changer De thème. Ah. Et nous allons prendre des dessins animés. Oula. Comme ça on évitera de s'écharper. Ça dépend. Hein. Quoi Si tu me prends un Disney, on va parler. Bon. Mais ça sera des anciens. Ah. Bon, on verra.
Bon, on verra pour un prochain vice versa, mais Webtalk, on va faire une pause là sur les metteurs en scène, on va essayer de changer un peu de thème, ça peut être intéressant. Merci infiniment de nous avoir écoutés encore une fois, bonne journée ou soirée à vous, à la prochaine, voyez des films en salle, salut, bisous, ciao. Ciao, ciao, à bientôt.